Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette étape numéro 16 sur la Vuelta 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape. Pas tout compris au niveau des stratégies, mais on va revenir sur tout ça. Et puis, on donnera la note de l'étape, les coureurs au top, les bonnets d'âne. On va parler également dopage, mais vous allez voir, pas seulement dans le cyclisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Et puis EPS 2.0, ça je l'ai déjà dit. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un Super 5. Aujourd'hui, j'ai pas fait de débrief TikTok, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé dans cette étape. Parce que je me demande encore pourquoi Jumbo ils ont roulé, pourquoi UAE ils n'ont pas roulé dans le final. Mais bon. Cette étape numéro 16. Je ne comprends pas pourquoi on a roulé aussi fort pendant toute la journée. Alors je pense que le format de l'étape à jouer, c'est vrai que c'était une étape courte. Mais je me suis dit, quand il y a le groupe Vervaeke, Grégoire qui sort, je me dis, bon, ça va aller au bout. Ce groupe-là, tu vois, ils prennent 40 secondes d'avance assez vite. Et puis en fait, ils n'ont jamais dépassé les 40 secondes d'avance, quoi. Et pendant toute la journée, la Jumbo, ils ont roulé. Alors, est-ce que c'était pour Nathan van der Heuvelk ? Ça, c'est la grande question. Qui a eu un accident ce matin, Nathan van der Heuvelk. Alors, il aurait fait, selon la presse néerlandaise, et ce qui a été retraduit par des influenceurs, journalistes français sur Twitter, c'est qu'il aurait eu un malaise cardiaque avec sa femme à côté de lui qui est enceinte, et avec ce malaise cardiaque, donc, il aurait perdu connaissance, son pied aurait appuyé sur l'accélérateur, et il serait rentré dans 5 voitures avant de complètement s'arrêter. Donc en ce moment il est en coma artificiel. Il semblerait qu'au départ on était très inquiets, vraiment sur les premières informations qui sortaient, c'était vraiment pas très rassurant. Il semblerait que ça irait mieux. Je dis ça bien entendu au conditionnel, c'est important de le signaler. Il est en coma artificiel pour le moment, on n'a pas plus d'informations, mais forcément ça a choqué la Jumbo. Mais pourquoi ils ont roulé quand même toute la journée d'un point de vue beaucoup plus pragmatique ? C'est la seule raison que je vois pour avoir roulé toute la journée pour la Jumbo, parce que sinon pour moi ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu vraiment d'échappée, on n'a jamais eu vraiment d'échappée. On n'a jamais eu vraiment d'échappée crédible. On a eu une première échappée avec Vervaeke, avec Grégoire. Il y avait d'autres coureurs aussi qui a pris 40 secondes d'avance. Après, on a eu un groupe de 6 qui a pris 1 minute 20 au maximum, qui a été repris assez facilement. Et à la fin, ça s'est joué, je dirais pas au sprint, mais pas loin, sur une étape où, pour moi, les écarts au général ne pouvaient pas être énormes. Et je trouve qu'ils sont même impressionnants pour une montée aussi courte, parce qu'on était quand même sur un effort de 4 km. Je trouve que les écarts sont énormes pour une montée comme ça de 4 km. On va parler dopage. On va parler dopage parce qu'il y a eu deux situations de dopage hier et aujourd'hui dans d'autres sports que le cyclisme. Et c'est assez marrant de voir la différence de traitement entre le cyclisme et les autres sports au niveau du dopage. Et le manque de connaissances également des journalistes football sur le dopage. Je trouve assez marrant. Et je commence avec le tennis, dopage de Simona Halep, on parle même pas de n'importe quoi, donc qui était déjà en attente de décision, puisque l'affaire avait démarré il y a 11 mois. 11 mois pour prendre une décision, c'est quand même assez énorme, mais ça c'est... Que la justice est pas beaucoup plus rapide dans le sport que dans les autres domaines. Du côté de Simona Halep, on a vu donc ce cas de dopage qui est, je sais plus c'est quel produit, mais elle a pris 4 ans. Donc ça me rappelle ma vidéo que j'avais fait l'année dernière. J'avais parlé du tennis et de Rafael Nadal et de sa victoire à Roland-Garros. On m'avait dit oui, tu connais rien, regarde ton sport de dopé. Comme quoi il n'y a pas que du dopage dans le cyclisme, mais ça on le savait. Parce que comme je le dis à chaque fois, il y aura toujours des gens qui voudront tricher. Malgré les risques
Parce que ce qu'il faut dire, il y a toujours des gens qui voudront tricher malgré le risque. On a vu notamment, je pense au bac, c'est pour des gens qui veulent tricher dans la vie. Donc, pourquoi les gens voudraient tricher dans leur vie, mais pas dans le sport? Voilà. Du côté de Simona Halep, c'est 4 ans. Et on est quand même sur une joueuse importante. Et vu le peu de contrôle du côté du tennis, je me dis que c'est un sport où il y aurait peut-être un grand nettoyage à faire. Parce que le tennis, c'est pas le sport... quand on regarde les sports, quand on regarde le nombre de contrôles positifs, quand on regarde le tennis en France, les données françaises, on voit que le tennis, il n'y a pas énormément de contrôle. Donc c'est là où je me dis qu'on arrive déjà avec peu de contrôle à avoir des cas positifs. L'athlétisme, il y a déjà un peu plus de contrôle, mais il y a aussi beaucoup de cas positifs. Je me dis quand même qu'il y a un moment, peut-être des grands nettoyages à faire. Non, on va parler football, avec le dopage de Paul Pogba, enfin le dopage présumé de Paul Pogba, parce qu'on est encore à l'échantillon A, l'échantillon B n'a pas été contrôlé. Testostérone pour Paul Pogba, ce qui je trouve est assez énorme, parce que la testostérone, alors déjà je sais pas comment il se l'est procuré, parce que je vous avais raconté l'anecdote, mais dans la famille on a eu un chien qui avait des problèmes cardiaques. C'était vers 2004-2005, parce qu'il est mort assez jeune, j'étais pas vieux à l'époque. Et à l'époque, je vous l'avais raconté pour je sais plus quelle affaire de dopage pour la production, pour récupérer les médicaments. Et donc, il a eu besoin de testostérone, ce chien-là, sur la fin de sa vie. Et donc, elle était obtenue par le veto. Il faut savoir que mes parents avaient dû remplir un document sur l'honneur, comme quoi ils ne faisaient pas de sport en compétition sportive. Ils n'étaient pas licenciés dans un club. Et le veto aussi avait dû signer un document. Il y a 15 ans, en France. Alors, je pense qu'en Italie, la réglementation ne doit pas être diamétralement différente. Donc, je me demande vraiment comment il a pu récupérer la testostérone. Surtout, s'il s'est vraiment dopé exprès en prenant de la testostérone, c'est l'idée la plus stupide de l'histoire. Parce que la testostérone, c'est repéré depuis les années 80. C'est l'un des premiers produits qu'on a repéré. Donc aujourd'hui, la testostérone, c'est très facile à repérer. Voilà. Et j'étais surpris parce que ça fait au moins depuis 15 ans que dans les équipes World Tour, Pro Tour, il y a eu différents noms, ou même en deuxième division, on n'a pas dû avoir de cas de dopage à la testostérone. On a eu des cas de dopage à l'EPO, mais je crois qu'à part en continental, ça fait quand même depuis très longtemps qu'il n'y a pas eu de cas de dopage testostérone dans le cyclisme. Je suis assez surpris de voir ce produit-là utilisé, parce que c'est quand même très facilement détectable. Et surtout, à part s'il a mangé de la viande en Malaisie, il n'y a aucune possibilité que ça soit une erreur. C'est-à-dire, il n'y a aucun produit, il y a de la testostérone, à part la testostérone. Voilà. Donc, alors soit, il y a deux possibilités avec Pogba. Je vous le dis toujours, il y a deux types de dopage dans l'histoire. Il y a le dopage, on va dire, performance, le dopage pour gagner le Tour de France, le dopage pour gagner des grands matchs, ou pour gagner des grandes compétitions dans d'autres sports. Et puis, vous avez le dopage de « je veux sauver ma peau ». On l'a eu dans le cyclisme notamment, c'était Christian Morini qui était parmi dans ce cas-là. C'est-à-dire, tu es en fin de contrat, t'es pas sûr d'avoir une place de titulaire. Bon, dans le cas de Pogba, on serait dans ce dopage pour sauver les miches, parce que ça fait quand même depuis quelques temps que ça va pas fort. Mais je me demande jusqu'à quel point avec Pogba, c'est pas l'entourage. Parce que l'entourage de Pogba, je rappelle que son frère a quand même essayé de lui estorquer de l'argent. Je me demande jusqu'à quel point c'est pas l'entourage qui aurait pu mettre ça dans une boisson, dans un autre truc, parce que putain, faire exprès de se doper avec de la testostérone, c'est aussi con de faire une transfusion sanguine, hein, parce que c'est aussi facilement repérable. Donc c'est extraordinaire. Mais j'étais assez surpris par le traitement médiatique, parce que Pogba, alors c'est sorti hier après-midi. Ça a quand même... j'étais assez surpris, parce que je me suis dit au départ, personne ne va en parler. Je me suis dit, personne ne va en parler. Je l'ai quand même vu un reportage là ce midi dans le 12-45 d'M6. J'étais assez surpris, parce que je me disais,
Parce que si c'était un cycliste sur le Tour de France français, c'est sûr que ça faisait la une. Hein. Je me dis, j'étais assez surpris. Surtout, j'ai regardé le débat qu'ils ont fait dans l'équipe du soir hier. Et c'est là où je me suis dit, putain, il y a un véritable manque de connaissances sur le dopage dans le monde du football par rapport au cyclisme. Au cyclisme, tous les journalistes savent ce qu'est la testostérone, le tramadol. Quand tu baignes dans le monde du cyclisme, tu connais quand même pas mal de noms de molécules. En athlétisme aussi un petit peu, il n'y a pas que dans le cyclisme. Et là, hier, dans le foot, Olivier Ménard a dû faire des recherches pour savoir à quoi servait la testostérone. Il ne savait pas, par exemple, que la testostérone était sécrétée par les hommes, par les femmes, par les hommes, c'est par les couilles. Il ne savait pas que c'était sécrété. Et que les hommes en ont plus que les femmes. Voilà, hein. Si une femme a beaucoup de testostérone, il y a même des femmes qui ont des soucis au niveau de la testostérone, ça fait la voix grave, ça fait les poils, c'est ce que prenaient les filles de l'Allemagne de l'Est, notamment dans les années 80. J'étais assez surpris qu'ils ne savaient pas du tout, et ils ne connaissaient pas non plus les suspensions, parce qu'il y en a un qui disait « oui, il n'aura pas 4 ans, il aura 2 ans ». Non, s'il l'a pris de manière délibérée, et même s'il ne l'a pas pris de manière délibérée, parce que s'il n'arrive pas à prouver qu'il ne l'a pas pris de manière délibérée, maintenant c'est comme ça, c'est 4. Testostérone en plus, on considère que c'est un produit au-dessus. Donc c'est un vrai produit dopant, donc c'est 4. Il n'y aura pas de demi-mesure, même si c'est... Parce qu'à une époque, quand c'était ta première affaire, des fois tu prenais 2 ans, et ensuite tu prenais 4. Maintenant c'est 4. On l'a vu avec Clémence Calvin pour des no-shows. Elle a pris 4 ans. On le voit avec Simona Alep, c'est 4 ans. Donc il va prendre 4, Pogba. Si l'échantillon B confirme. Mais oui, j'étais assez surpris de ça quand même. Et il y a eu aussi Thibaut Inchep qui a parlé. Ça permet de voir que déjà, c'est pas la truite la plus oxygénée du bassin, Thibaut Inchep, comme je le dis souvent. C'est surtout que y en a des qui ont privilégié la salle de sport aux études. Voilà. Ou soit, les protes, ça crée des dégâts dans le cerveau. Est-ce que prendre trop de protéines en poudre, ça tue les neurones ? On pourrait dire qu'avec Thibaut Inchep, on a des doutes. Bon, note de l'étape aujourd'hui, j'ai mis 10 sur 20. Pourquoi ? Chelou. Je m'attendais pas à ce que ça roule toute la journée. Du tout. Je m'attendais en fait à ce qu'une échappée parte, et puis voilà. Et puis je pense que j'étais pas le seul à avoir cette idée-là. Quand je voyais les commentaires ce matin de la vidéo, on était un peu près dans les mêmes idées de stratégie. Je m'attendais pas à ce qu'on roule, parce que j'avais dit 4 km, tu vas pas pouvoir faire des écarts. J'avais dit, allez, le mec qui est dans un mauvais jour, il va perdre 20 secondes. Or là, quand tu vois, il y a quand même des écarts aujourd'hui. Vingegaard, il a impressionnant. C'est surtout que je suis surpris de la manière dont ça s'est couru. Pourquoi UAE n'a pas réagi derrière Vingegaard ? Est-ce qu'ils avaient peur de se faire contrer ? Est-ce qu'Ayuso n'était pas dans un grand jour ? Pourquoi, au bout d'un moment, chez Jumbo, que ça n'a pas décidé de défendre son maillot ? Il y a plein de trucs qui vont pas dans cette étape. Elle est bizarre, cette étape. Vraiment en termes de scénario. Et c'est pour ça que j'ai mis 10 sur 20, parce que très clairement, je ne savais pas quelle note mettre. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de débrief TikTok, parce que sur le moment, je savais vraiment pas quoi en penser. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Jonas Vingegaard. Alors, bon, il a voulu... j'ai l'impression que la stratégie de la Jumbo, c'était pour rendre hommage, ou je sais pas trop quoi, comment le dire, à Van Hooijdonk. Bon, ça peut être un choix. C'est vrai qu'ils ont dû l'apprendre ce matin dans le bus. C'est pas facile à gérer. Malgré tout, je me dis que bon, c'était peut-être pas la meilleure étape pour le faire. Il y avait peut-être une autre méthode aussi pour le faire aujourd'hui. Du côté de Vingegaard, je suis pas d'accord du tout avec ce que disait Jackie Durand dans les commentaires sur Eurosport, où il dit moi, il m'a pas impressionné Vingegaard. On va quand même regarder l'étape du jour. Donc il part Vingegaard à 3 km 900 de l'arrivée. 3 km 900, si on calcule qu'on était à 20 km/h à 30 km/h, même un peu plus,
Ça veut dire que, on va dire, par kilomètre, on a dû faire du 2,20 à peu près par kilomètre. On va dire ça comme ça. 2,20, 2,30. Donc 5 minutes. Sur un effort de 7 minutes 30, un truc comme ça. Même pas, je pense, du côté de Vingegaard. Il colle 43 secondes à Finn Fisher Black, qui fait une belle Vuelta en passant Finn Fisher Black. 50 secondes à Wout Poels, ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège à l'époque où ça arrivait à Anse, vainqueur d'une étape cette année sur le Tour de France. On était sur une arrivée avec des gros pourcentages. Storer, 4e à 55 secondes, qui est quand même pas mauvais. Bon, alors certes, ça s'est un peu regardé, mais Fisher Black, il a réagi tout de suite. Il colle quand même 43 secondes à Finn Fisher Black en 4 km sur une pente qui n'était pas si extrême que ça. Pour un mec qui n'est pas en forme, je trouve ça très impressionnant, moi, ce qu'a fait Vingegaard aujourd'hui. Donc, c'est une bonne journée pour lui. Après, est-ce qu'il sera performant demain à l'Angliru? Est-ce qu'il n'a pas consommé beaucoup d'énergie aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne monte pas en puissance aussi, Vingegaard, avec pour objectif le Tour de Lombardie qu'il a commencé piano. C'était l'avis de certains. Alors, piano avec Vingegaard, on est quand même 3e du général et maintenant 2e. Mais c'est la question qu'on peut se poser. Et du côté de cette étape, moi, j'ai quand même du mal à comprendre. On est en train de se courir après du côté de la Jumbo. Moi, si j'étais les adversaires, je commencerais à trouver ça très intéressant. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde collabore entre tous les coureurs. Là, ouais. La Vingegaard, il a mis un coup de pied dans la fourmilière, mais ça va peut-être lui être reproché après. Mais il fait quand même pas une mauvaise Volta. Hein. Vingegaard. 2 victoires d'étape. Dans le top 3 du général. Bon, après un Tour de France, c'est excellent quand même en termes de résultats. Donc non, il est bien, Vingegaard. Donc non. Mais aujourd'hui, je suis assez surpris quand même de cette stratégie de la Jumbo. Et bon, après Vingegaard, il est content, mais cette étape à Bérès, c'est assez surprenant qu'on ait tenté le coup comme ça de partir dans une étape qu'on contrôle entièrement pour Vingegaard. Là encore, j'ai du mal à comprendre la stratégie de la Jumbo, mais on y reviendra dans les bonnets d'âne. Finn Fisher Black, très performant, mais en même temps, Finn Fisher Black fait une belle Vuelta jusqu'à maintenant. Il fait un beau travail d'équipier. Sur le Tour de Pologne, il fait 5 et 4 sur les deux. Enfin, sur le chrono, il fait 4 sur le 5 sur l'étape de Bieszczko-Biała. 9e du chrono du Tour de Suisse. C'est le Tour de Sicile où il fait 4 en remportant la première étape, où il y avait une arrivée en pente. C'était quand même moins difficile que ce qu'on avait eu. C'est un coureur qui progresse, Finn Fisher Black. Alors, pendant très longtemps, moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi UAE avait misé sur lui autant. Parce que je rappelle qu'il était dans l'équipe de développement Jumbo pour aller chez UAE. Et je me disais, bon, c'est pas un mauvais coureur, mais de là à le prendre tout de suite chez UAE, moi j'avais regardé les hauts championnats du monde, je l'avais pas trouvé exceptionnel. Je me disais, qu'est-ce qu'il trouve à ce coureur aujourd'hui, à Finn Fisher Black? Cette année, j'ai un peu compris quand même. J'ai un peu compris parce qu'il a des belles qualités de puncher. Et aujourd'hui, il fallait des qualités de puncher. Faut le suivre, le Vingegaard. Hein. Donc non, très belle étape de Finn Fisher Black, mais qui fait une belle Vuelta à 21 ans, bientôt 22. Enfin, bientôt dans 3 mois, 4 mois. C'est assez intéressant ce qu'il fait Finn Fisher Black. Et sur un rôle un peu puncher, il y a des qualités. Hein. Moi, si j'étais Marc Hirschi, je serais pas hyper rassuré quand même sur la suite, parce que quand tu vois Finn Fisher Black dans cette formation UAE, quand tu vois ce qu'est capable de faire Adam Yates, moi j'ai du mal à voir là où un Marc Hirschi par exemple peut s'exprimer. C'est pour ça aussi par exemple qu'un George Bennett part, parce que George Bennett chez UAE, il n'y avait plus d'intérêt pour lui. Voilà, hein. Il avait plus sa place, hein, George Bennett, et il part chez Israël, qui n'est pas un mauvais choix pour lui, hein, parce qu'en plus Fuglsang et d'autres sont quand même plus très frais.
Mais du côté de George Bennett, qui a même pas fait un grand tour cette année aussi, il avait plus sa place dans l'équipe, quoi, tout simplement, alors que il a des qualités excellentes. George Bennett, je rappelle qu'il a fait deuxième du Tour de Lombardie en 2020. Mais là, quand on voit aujourd'hui la densité dans cette équipe, c'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a plus de place chez UAE et Marc Hirschi va peut-être se retrouver un petit peu dans la même situation. Troisième coureur au top, c'est Tiberi. Alors vous savez que je n'aime absolument pas l'homme, et que ça me fait même un petit peu chiant d'en parler, mais bon. C'est-à-dire que j'ai réussi à éviter le sujet les jours précédents, mais là, aujourd'hui, j'avais pas grand monde à mettre au top. Et c'est vrai que il faut quand même souligner qu'Antonio Tiberi, aujourd'hui, il est 15e de l'étape. Au général, Tiberi, si je remets mon petit classement général, Tiberi, il est 22e. On ne s'attendait pas à ce niveau-là, surtout qu'il a quand même foiré son chrono, Tiberi. Il est quand même devant Damiano Caruso, chez Bahreïn. Ce qui est assez surprenant. Quand on regarde, il est à moins de 10 minutes. Il est à 10 minutes de Hugh Carty de Bourman, Tiberi. C'est pas un pur grimpeur, normalement, Antonio Tiberi. Donc j'ai l'impression que ça se passe pas mal du côté de la Bahreïn. Ça se passe mieux du côté de la Bahreïn que ça se passait du côté de la Lidl. Parce que du côté de la Lidl, j'avais l'impression, au niveau des résultats, c'était un petit peu compliqué. Si on parle que du sportif, bien entendu, si on parle pas de cette affaire horrible, parce que pour moi, il n'aurait jamais dû retrouver de contrat, Lucien ne l'ayant pas suspendu, considérant que c'était pas... Alors c'était compliqué aussi pour Lucien de le suspendre, parce que c'était pas sportif. Il a buté, je rappelle, il a buté le chat, un des chats du ministre des Affaires étrangères de Saint-Marin. Je crois que c'était la ministre même des Affaires étrangères de Saint-Marin. Ce qui est d'un niveau c'est lamentable, mais alors à un point. Et du côté d'Antonio Tiberi, Lidl Trek, enfin à l'époque Trek Segafredo l'avait viré. Mais bon, l'UCI pouvait pas le suspendre parce que d'un point de vue sportif, il n'avait pas fait d'erreur. Il a eu un comportement abject, mais il n'avait pas fait d'erreur. Comportement criminel même, mais il n'avait pas fait d'erreur. Donc du côté d'Antonio Tiberi, 22e place. Il fait pas une mauvaise Vuelta. Je sais pas s'il avait déjà dû faire un autre grand tour, Tiberi. Oui, une autre Vuelta où il avait fini 92e. Donc c'est beaucoup mieux. Et puis vraiment, aujourd'hui en plus, c'est son meilleur résultat d'étape. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Vainqueur d'une étape sur le Tour d'Hongrie, c'était en 2022. À l'époque, il était chez Trek. Et vainqueur et 7e de l'UAE Tour. Encore chez Trek en début de saison, parce que le changement s'est fait au mois de juin. Il est arrivé au mois de juin à la Bahreïn. Je ne sais pas s'il avait prévu de faire cette Vuelta, mais en plus, il y a eu un changement de programme. C'est quand même bien joué par Antonio Tiberi. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne. La stratégie de la Jumbo aujourd'hui, je ne la comprends pas. D'un point de vue logique. Alors, je veux bien qu'on rende hommage à Van Hooijdonk. On pouvait le faire demain et après-demain, de rendre hommage, d'essayer de soutenir la famille de Nathan Van Hooijdonk. C'est peut-être plutôt le bon terme. Mais du côté de la Jumbo, je ne comprends absolument pas, d'un point de vue logique, pourquoi ils se sont fait chier à contrôler une étape de 120 km avec 115 km de plat, 4 km de montée, sur un parcours où, encore une fois, tu ne pourrais pas faire des grandes différences. Et je trouve que Vingegaard, encore une fois, fait des grosses différences sur un parcours comme ça. Où tu pouvais mettre ton leader en difficulté, ce qui a été le cas aujourd'hui, parce que c'est pas le plus grand puncher de la Terre. Sepp Kuss, c'est un bon grimpeur, mais les montées sèches comme ça, très courtes, c'est pas forcément là où il est le meilleur. Donc j'ai du mal à comprendre quelle a été l'idée de la Jumbo-Visma aujourd'hui, de mettre autant d'efforts pour Vingegaard, qui était techniquement ce matin le 3e larron de l'équipe, de mettre en difficulté Sepp Kuss, qui aujourd'hui donc, perd 1 minute par rapport à Vingegaard, Sepp Kuss, mais perd aussi 4 secondes sur Enric Mas, Vlasov et Juan Ayuso. Je ne comprends pas la stratégie. Ils ont mis leur leader en difficulté.
Et je trouve aussi que du côté de Sepp Kuss, on n'a pas vraiment défendu le maillot aujourd'hui. Tu as le maillot rouge, tu dois le défendre. Vingegaard part, bon, au bout d'un moment, tu vois qu'il y a un écart d'1 minute, ça se défend un maillot. Même si c'est ton coéquipier, c'est plus toi qui auras le maillot rouge le soir même. Donc tu peux rouler aussi de temps en temps un petit peu pour ta pomme. Vingegaard, il a roulé pour sa pomme aujourd'hui, hein, il n'a pas pensé aux autres, il n'a pas pensé au collectif. Donc c'est là où je suis assez surpris et je me dis, ah, il y a un truc à tenter pour les adversaires. Parce que si on arrive à isoler demain ou après-demain les 3 leaders de la Jumbo, qui roulera pour qui du côté de la Jumbo? Qui sera le premier à mettre un coup de pédale? Et tu peux peut-être les avoir à leur propre jeu. Parce que si à un moment ils se regardent, s'il y a 2-3 coureurs qui arrivent à sortir, qui collaborent bien, derrière il n'y a plus Attila Valter, il n'y a plus Kelderman, ils peuvent se retrouver en difficulté. Parce que je ne suis pas sûr que Kuss roule pour Vingegaard et Roglic, est-ce qu'il va rouler pour Vingegaard, est-ce qu'il va rouler pour Kuss? Ça va être compliqué quand même. Donc on peut se retrouver dans une situation très difficile. Et je voudrais quand même rappeler qu'au général, Roglic n'a qu'1 minute d'avance sur Ayuso. À l'Alto de Langliru, 1 minute, c'est très facilement perdable. Le lendemain aussi. L'étape de samedi, c'est une pure classique comme Liège-Bastogne-Liège en termes de profil. Ça peut se perdre aussi. Donc je suis assez surpris parce que Vingegaard a un peu foutu la merde, je pense, en termes de collectif. Et là, c'est vrai que Mas, il est toujours aussi en embuscade. Il y a 1:30 de Roglic à 3 minutes de Kuss. Même Marc Solé n'est pas encore fracassé complet, même si je pense que ça va être dur. Donc je suis assez surpris de cette stratégie de la Jumbo et d'avoir roulé pendant toute la journée sur une étape aussi plate, alors qu'on sait que la semaine va être dure, qu'il va falloir conserver de l'énergie. Assez surpris parce que grosso modo sur ta semaine, à part dimanche et vendredi, tu sais que mercredi, jeudi, samedi, c'est dur. C'est des étapes en plus, samedi ça va être très dur à contrôler, jeudi aussi. Donc c'est des étapes qui vont être exigeantes physiquement. Consommer autant d'énergie sur une étape où tu pourrais peut-être plutôt te reposer, où il y avait une échappée qui partait en plus, pour rendre hommage pour soutenir Van Hooijdonk, je trouve que ça coûte beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Du côté du AE, là aussi, Finn Fisher Black, c'est pas ton leader normalement. Donc, et Almeida, il est distancé par rapport à Juan Ayuso. T'as Marc Solé, Almeida, Juan Ayuso. À l'arrière, t'as Finn Fisher Black qui est devant. C'est à UAE de prendre en main dans la dernière difficulté du jour. C'est à UAE de rouler. Ça ne roulait pas dans la dernière montée. Je veux bien que, moi, je pense que tout le monde s'attendait pas à ce que Vingegaard attaque et tout le monde pensait peut-être plus à Roglic et à Sepp Kuss. Mais il y a un moment, faut rouler, faut réagir. Sauf que là, ils réagissent à 1 km de l'arrivée et encore, c'est quand même une toute petite réaction. Là, c'est trop tard. C'est dommage parce qu'ils perdent 1 minute sur Vingegaard. Ils étaient à 50 secondes du premier Jumbo et se retrouvent un peu plus loin ce soir. C'est un peu dommageable pour cette équipe. Alors que tu vois qu'Ayuso, dans le final, il avait les jambes. Donc il fallait vraiment rouler pour Ayuso. Je pense que du côté du AE, l'objectif, c'est de monter sur le podium. Almeida, il ne pourra pas le faire. Marc Solé, même s'il fait une belle Vuelta, on sent que ça commence à être difficile. Marc Solé sur sa 3e semaine, il faut tout miser sur Ayuso. Enfin voilà, faut tout miser. Surtout qu'eux, ils ne sont pas à la course au point UCI, UAE. Donc ils peuvent tout miser sur Ayuso. À un moment, Almeida, il a été leader sur le Giro. Bon, maintenant, Ayuso, c'est le leader sur cette Volta. Faut rouler pour Ayuso, tout simplement. Et là, je me dis qu'aujourd'hui, chez UAE, on a raté le coche. Je poursuis avec Astana. Pas une bonne journée pour Astana. Déjà parce qu'on perd David de la Cruz malade au départ de cette 16e étape, ce qui fait que les points d'une potentielle 11e place s'envolent complètement.
Ça va quasiment être impossible de récupérer des points avec un classement général parce que c'est Luisson Sanchez qui est le mieux classé désormais. Sauf que Luisson Sanchez, il est tombé à 19 km de l'arrivée. Vu comment il est tombé fortement, je suis pas sûr qu'il reparte dans les jours à venir parce que vraiment il a été bien arrêté et il a remis du temps avant de reprendre le guidon. Pour tout vous dire, aujourd'hui il finit dernier d'étape à 19 minutes. Derrière Remco Evenepoel, et pourtant pour vous dire, Remco Evenepoel il a vraiment fait la dernière montée en roue libre. Et en montée c'est pas simple, donc assez surpris. Et puis ça va être compliqué pour Sanchez je pense demain. Et David de la Cruz, c'est dommageable parce qu'il faisait jusqu'à maintenant une bonne course. 2 abandons en 2 grands tours cette année, c'est pas son année parce que je crois que sur le Tour de France c'est sur une chute. C'est une grosse chute, je crois me rappeler. Et là, pour maladie, c'est pas son année, alors qu'il faisait plutôt une belle course. Et vu comment il montait en puissance, ça pouvait être intéressant pour la fin de la semaine. Donc, c'est vrai que quand je l'ai vu marqué tomber malade, alors qu'il semblait plutôt en pleine forme, j'étais assez surpris. Mais bon, surtout déçu, parce qu'encore une fois, du côté d'Astana, il y avait des points à les récupérer. Et on ne va pas les prendre cette fois-ci, les points. Puis, je voulais finir avec Higuita. Aujourd'hui, Higuita finit très très loin du côté de la Bora. Alors, Higuita et les grands tours, ça n'a jamais été une grande réussite jusqu'à maintenant. Mais surtout, il finit à 9 minutes 50 et au général, Higuita, il est 33e, je le voyais plus loin, il est 33e à 1,23. Mais aujourd'hui, il a vraiment perdu beaucoup de temps et surtout, il n'a pas eu d'impact sur la course. C'est-à-dire que il n'a pas du tout aidé Vlasov et Hülkenberg. Donc moi je suis quand même assez surpris du côté d'Higuita parce que moi je m'attendais aujourd'hui à le voir. C'est une étape encore une fois, une montée de 4 km, 4 km 5. Je me disais, Higuita ça peut être une belle carte. Aujourd'hui moi je ne l'ai pas vu donc je suis un petit peu déçu. Mais encore une fois le Colombien jusqu'à maintenant sur les grands tours, ça n'a pas été une réussite parce que c'est son 5e grand tour, 2 Tours de France, 3 Vuelta. Jusqu'à maintenant, meilleur résultat au classement général, c'était sa Vuelta en 2019 où il fait 14. Il fait 25 sur le Tour de France 2021, 23 sur le Tour d'Espagne 2022, abandon sur le Tour de France 2020, avec une victoire d'étape sur sa première Vuelta. Mais c'est vrai que depuis sa première Vuelta, c'est un petit peu compliqué. C'est quand même un coureur qui est un peu décevant à Higuita parce que quand on l'a vu arriver, moi je me souviens notamment sur Paris-Nice, je me disais, Higuita, on est sur un coureur qui va être très intéressant à l'avenir. Et puis bon, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, il est chez Bora, il a un rôle d'équipier, mais on a l'impression que les courses de 3 semaines, déjà, en termes de récup, c'est pas sa came. Et surtout, en fait, il a un Tour de Catalogne, mais qui était quand même pas le Tour de Catalogne avec la plus grosse liste de départ. Et surtout, il remporte le Tour de Catalogne grâce à son numéro avec Carapaz. Une étape du Tour du Pays Basque cette année, c'était Amorebieta. C'était pas non plus. C'était l'étape la plus dure, je ne sais plus du tout. Cette étape-là. Non, voilà, c'était au sprint, hein, c'est bien ce que je me souviens. J'avais une idée d'un sprint en petit comité avec. Oui, c'était l'étape où il y a eu des mecs reclassés au temps parce qu'ils étaient tombés, je crois, dans le dernier kilomètre, si je me rappelle bien. Lorenz Heuss avait fini à 46 secondes, je sais plus, ça avait été une étape assez particulière, avec des routes qui étaient très étroites dans le final, si je me souviens bien. Mais c'est un coureur qui est assez décevant, je trouve, Higuita. Voilà, moi je m'attendais à mieux quand je l'ai vu débarquer et aujourd'hui c'est pas une catastrophe mais c'est pas fou quoi. Et puis surtout aujourd'hui je m'attendais à mieux, je m'attendais à beaucoup mieux vu le parcours, c'était vraiment dans ses qualités. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Demain 7h, la présentation de l'étape numéro 17 désormais, Languedirou, le débrief demain à 21h sur YouTube, sur TikTok un petit peu plus tôt. Et puis n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos de la Coupe du Monde de rugby qui sont parues aujourd'hui autour de midi. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.